History Secrets. Il existe un moment dans l'histoire où un empire cesse d'être invincible, sans encore s'en rendre compte. C'est précisément cette hypothèse qui a commencé à gagner en force lorsque le professeur Jung, connu pour appliquer la théorie des jeux à la géopolitique, a présenté une prévision qui, à première vue, semblait trop audacieuse. Il n'a pas seulement anticipé une victoire politique interne aux États-Unis, il a également affirmé que le pays entrerait en guerre avec l'Iran et perdrait. Aujourd'hui, avec les premiers signes de ce conflit qui émergent, la question n'est plus de savoir si cette prévision était radicale. La question est de savoir si elle pourrait être correcte. L'analyse part d'un point simple, mais profondément inconfortable. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle. Il s'agit d'un conflit d'attrition, où le temps, le coût et la résilience sont plus importants que la puissance brute. Selon cette lecture, l'Iran n'est pas entré dans ce scénario sans préparation. Au contraire, depuis plus de 2 décennies, le pays structure sa stratégie avec un objectif précis face à ce type de confrontation. Non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur les plans psychologiques, économiques et idéologiques. Dans la propre narration interne iranienne, ce conflit est interprété comme quelque chose de plus grand que la géopolitique. Il est perçu comme une guerre contre un ennemi symbolique, un adversaire qui représente un ordre mondial à défier. Cette dimension change complètement le type d'engagement impliqué. Et c'est peut-être précisément là qu'apparaît la première asymétrie. Alors que les États-Unis opèrent dans des cycles politiques et des pressions internes, l'Iran agit dans un horizon stratégique de long terme, où les pertes immédiates peuvent être acceptables si elles contribuent à l'usure structurelle de l'adversaire. Cette différence de mentalité commence à se refléter sur le champ de bataille. Dans des conflits récents, des forces alignées sur l'Iran ont eu l'opportunité d'observer directement les capacités militaires américaines et israéliennes. Non seulement en théorie mais en pratique réelle. Cela a permis des ajustements rapides, un apprentissage tactique et un raffinement des stratégies. Et le résultat commence à apparaître de manière silencieuse, mais constante. La guerre cesse d'être directe et commence à toucher des points sensibles du système global. Infrastructure, énergétique, routes commerciales, approvisionnement en ressources essentielles. L'objectif n'est pas seulement de gagner des batailles, mais de créer de l'instabilité. Un exemple critique de cette approche se trouve dans la dépendance structurelle des pays du Golfe. Des régions entières dépendent de systèmes hautement vulnérables, comme les usines de dessalement, responsables d'une grande partie de l'approvisionnement en eau. La destruction d'une seule installation peut déclencher un effondrement en chaîne. Et ici apparaît une donnée qui change complètement la perception de l'échelle. Dans de nombreux cas, le coût d'une attaque est dérisoire comparé à l'impact généré. Des drones relativement bon marché peuvent compromettre des structures qui soutiennent des millions de personnes. Cette logique redéfinit le concept de supériorité militaire. Il ne s'agit plus de savoir qui possède le plus de technologie, mais qui parvient à imposer la plus grande usure au moindre coût. En même temps, un autre élément entre en jeu, le contrôle des routes stratégiques. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie du flux énergétique mondial, devient un point de pression décisif. Toute interruption à cet endroit n'affecte pas seulement les pays de la région, mais l'ensemble de l'économie mondiale. Et cela crée un effet domino. Les pays du Golfe, fortement dépendants de ces routes, commencent à faire face à des risques existentiels. Non seulement économiques, mais structurels. Et ici apparaît une connexion encore plus profonde. Ces mêmes nations sont responsables d'alimenter financièrement des secteurs critiques de l'économie américaine, notamment en ce qui concerne les investissements en technologie et en intelligence artificielle. Si ce flux est interrompu, l'impact ne sera pas localisé. Il se propage. La fameuse bulle technologique UE devient directement dépendante de la stabilité de régions désormais sous menace constante. Cela soulève une hypothèse inconfortable. Peut-être que cette guerre ne se déroule pas seulement sur le champ militaire, mais au cœur du système financier mondial. Et si cela est vrai, le conflit cesse d'être régional. Il devient structurel. La question cesse alors d'être qui gagnera sur le champ de bataille et devient quel système pourra survivre à l'usure. Il existe une illusion persistante dans les conflits modernes, celle que la supériorité technologique garantit la victoire. Mais, dans certains scénarios, cette même technologie devient une faiblesse. Ce qui commence à émerger dans ce conflit est une asymétrie difficile à ignorer. D'un côté, des systèmes extrêmement sophistiqués, conçus sur des décennies, avec des coûts élevés et une complexité opérationnelle importante. De l'autre, des solutions simples, bon marché et hautement reproductibles. Et cette différence n'est pas seulement technique, elle est structurelle.
Lorsqu'un seul missile balistique exige plusieurs intercepteurs pour être neutralisé, et que chaque intercepteur coûte des dizaines de fois plus que la cible, l'équilibre économique de la guerre commence à se rompre. Il ne s'agit plus seulement de capacité de défense. Il s'agit de durabilité. Si le coût de la défense est supérieur au coût de l'attaque, le temps commence à jouer contre celui qui possède le plus de ressources. Cette inversion change complètement la logique stratégique. Pendant des décennies, l'appareil militaire américain a été construit sur la base d'un paradigme spécifique. Un modèle hérité de l'après-Seconde Guerre mondiale façonné par la guerre froide, où démontrer une supériorité technologique était une partie essentielle de la dissuasion. Mais ce modèle a été conçu pour un autre type de guerre. Une guerre de démonstration de puissance, de course technologique, de symbolisme stratégique. Pas nécessairement une guerre prolongée d'usure continue. Et c'est exactement ce type de conflit dans lequel nous entrons. La conséquence de cela commence à apparaître de manière presque imperceptible, mais profondément significative. La soi-disant EGA aura d'invincibilité, construite au fil de décennies, commence à se fragmenter. Non pas par une défaite directe, mais par une succession de petits signaux qui, ensemble, indiquent une vulnérabilité. Et lorsque cette perception change, l'impact dépasse largement le champ militaire. La confiance mondiale envers une puissance ne dépend pas seulement de sa force réelle, mais de la perception de cette force. Lorsque cette perception se modifie, les alliances commencent à se réévaluer, les marchés réagissent, et les décisions stratégiques sont prises sur la base d'un nouveau scénario. C'est à ce moment qu'une possible transition historique apparaît. L'idée d'une hégémonie unique commence à céder la place à un monde plus fragmenté, plus distribué, plus imprévisible. Un monde multipolaire. Et cette transition ne se produit pas de manière organisée. Elle se produit sous tension. En même temps, une autre variable entre en jeu, l'épuisement des ressources. Dans les guerres modernes, ce ne sont pas seulement les soldats qui s'épuisent. Ce sont des systèmes entiers. Munitions, intercepteurs, chaînes d'approvisionnement. Chaque lancement, chaque défense, chaque réponse a un coût qui doit être soutenu dans le temps. Et lorsque ce coût s'accumule, il commence à imposer des limites. Si le réapprovisionnement ne suit pas le rythme de la consommation, la capacité opérationnelle se détériore. Et cela crée un scénario dangereux. Car, à mesure que les options diminuent, des décisions plus radicales commencent à émerger. Parmi elles, l'une des plus délicates, l'utilisation de troupes terrestres. Historiquement, les changements de régime n'ont jamais été obtenus uniquement par la puissance aérienne. Il existe une limite à ce qui peut être fait à distance. Et cette limite conduit inévitablement à la nécessité d'une présence physique. Mais ce mouvement comporte un risque énorme. Non seulement militaire mais aussi politique. L'opinion publique, en particulier dans les démocraties, tend à résister aux conflits prolongés avec un coût humain élevé. Et dans ce cas précis, il existe des signes clairs qu'une grande partie de la population ne soutient pas une escalade de ce type. Cela crée un dilemme. D'un côté, il y a une pression externe, de la part d'alliés stratégiques qui dépendent directement de l'intervention. De l'autre, il y a une résistance interne. Et au milieu de tout cela, des décisions doivent être prises. Si des troupes terrestres sont envoyées, le conflit entre dans une nouvelle phase. Une phase où le coût cesse d'être uniquement financier pour devenir humain. Et, historiquement, ce type de transition se produit rarement sans conséquences profondes. En même temps, il existe une alternative, bien que controversée. La négociation indirecte. La tentative de contenir le conflit par des concessions. Mais cette option a aussi un coût. Elle peut être interprétée comme un signe de faiblesse. Et, dans un contexte où la perception est déjà remise en question, cela peut accélérer encore davantage la perte d'influence globale. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est qu'il n'existe pas de solution simple. Chaque voie comporte des risques significatifs. Chaque décision peut déclencher des effets qui dépassent largement le champ de bataille. Et c'est peut-être là la véritable nature de ce moment. Non seulement un conflit entre nations, mais un point d'inflexion dans la structure même du pouvoir mondial. Il existe une question qui est rarement posée de manière directe, mais qui, dans des moments comme celui-ci, devient inévitable. Pourquoi avancer dans un conflit qui présente autant de risques évidents? Lorsque des décisions stratégiques semblent aller à l'encontre d'analyses techniques, de projections militaires, et même de recommandations internes, il devient nécessaire de regarder au-delà de la surface. Et c'est à ce moment que différentes interprétations commencent à émerger. L'une d'elles est ancienne, récurrente, et en même temps, profondément humaine. L'arrogance des empires. Tout au long de l'histoire, les puissances dominantes ont souvent commis la même erreur. Après une série de victoires ou de démonstrations de force,
Une perception d'invulnérabilité apparaît. Une confiance qui cesse d'être fondée sur des données et commence à être soutenue par une sensation. Ce schéma se répète de manière presque prévisible. Des conquêtes rapides créent une illusion de supériorité absolue. Et sous cette illusion, des décisions sont prises sur la base d'attentes irréalistes quant à leur propre capacité. Le problème, c'est que la réalité s'aligne rarement sur cette perception. Et lorsque le conflit se déroule dans un environnement différent de celui pour lequel la puissance a été préparée, cette confiance peut se transformer en vulnérabilité. Mais ce n'est pas la seule explication possible. Il existe aussi une dimension politique qui ne peut être ignorée. Dans certains scénarios, les décisions externes peuvent être profondément liées à des intérêts internes. Bénéfices indirects, soutien stratégique, influence financière. La géopolitique bien souvent ne fonctionne pas uniquement en fonction de l'intérêt national immédiat, mais aussi d'alliances, de pressions et de rapports de force qui opèrent en arrière-plan. Dans ce contexte, des actions qui semblent irrationnelles d'un point de vue purement militaire peuvent avoir du sens dans un calcul politique plus large. Un calcul qui implique un soutien électoral, une influence institutionnelle et un positionnement stratégique à long terme. Et cela ouvre la voie à une hypothèse délicate. Et si, dans certaines circonstances, le coût d'un conflit n'était pas perçu comme un problème, mais comme une opportunité? Une opportunité de consolider le pouvoir, de modifier des structures internes ou de rediriger l'attention publique. Historiquement, les périodes de crise ont déjà été utilisées comme catalyseurs de changements politiques profonds. Et, dans des situations extrêmes, même comme justification pour des mesures exceptionnelles. Cela ne signifie pas que ce soit la seule lecture possible. Mais c'est une lecture qui ne peut être écartée. Il existe encore une troisième dimension, plus controversée, plus difficile à vérifier, et pour cette raison même, plus spéculative. L'idée que les décisions globales ne sont pas conduites uniquement par des gouvernements visibles, mais aussi par des structures d'influence qui opèrent de manière moins transparente. Au fil du temps, différentes théories ont tenté d'expliquer ce type de dynamique. Certaines associent ces mouvements à des groupes historiques, des organisations discrètes ou des réseaux de pouvoir qui dépassent les gouvernements et les institutions formelles. Dans cette perspective, certains conflits ne seraient pas seulement des événements géopolitiques, mais feraient partie d'une narration plus large. Une séquence d'événements qui suivrait une logique propre, souvent déconnectée des explications conventionnelles. Cette interprétation, cependant, exige de la prudence. Elle repose sur des indices, des lectures alternatives et des connexions qui ne peuvent pas toujours être vérifiées de manière objective. Pour cette raison, elle doit être traitée comme une hypothèse, et non comme une conclusion. Malgré cela, le simple fait que ces idées existent révèle déjà quelque chose d'important. Il existe une perception croissante selon laquelle toutes les décisions globales ne sont pas pleinement comprises. Et cette perception en elle-même influence la manière dont les gens interprètent le monde. Au final, peut-être que la question n'est pas de choisir une seule explication, mais de reconnaître que des événements de cette ampleur possèdent rarement une seule cause. Ils sont le résultat de multiples couches, des intérêts visibles, des motivations cachées, des erreurs de calcul, et souvent, des facteurs qui ne deviennent clairs qu'avec le temps. Face à cela, une réflexion inévitable émerge. Si nous entrons réellement dans une nouvelle phase de l'ordre mondial, elle ne sera pas définie uniquement par qui gagne ou perd un conflit spécifique. Elle sera définie par la manière dont le pouvoir est redistribué, par quel système résiste, et par quelle structure cesse d'exister. Peut-être que ce n'est pas seulement le début d'une guerre, mais le début d'une transformation. Une transformation dont le résultat ne peut pas encore être prévu avec précision, mais dont les effets commencent déjà à se faire sentir. Il y a des moments dans l'histoire où les événements cessent d'être de simples faits isolés, et commencent à révéler un schéma. Pas immédiatement, pas de manière évidente, mais progressivement, à mesure que les pièces commencent à s'assembler. Et peut-être que celui-ci est l'un de ces moments. Ce qui semblait initialement être un conflit régional commence à exposer quelque chose de plus grand. Une fragilité structurelle qui, pendant longtemps, est restée dissimulée derrière une apparente stabilité. Lorsque les chaînes logistiques deviennent vulnérables, lorsque les systèmes financiers dépendent de régions instables, et lorsque la capacité militaire commence à rencontrer des limites opérationnelles, une nouvelle réalité émerge. Une réalité où le pouvoir ne signifie plus un contrôle absolu, mais une capacité d'adaptation. Et c'est précisément là que de nombreux systèmes échouent, parce qu'ils ont été construits pour un monde qui n'existe plus. Pendant des décennies, l'ordre mondial a été soutenu par une combinaison de facteurs relativement stables. Des flux financiers prévisibles, des routes commerciales sécurisées,
des alliances consolidées. Mais lorsque ces piliers commencent à être simultanément sous pression, le système cesse de fonctionner comme auparavant. Il commence à se réorganiser. Et cette réorganisation est rarement fluide. Ce que nous observons peut être interprété comme le début d'une redistribution du pouvoir. Pas nécessairement un remplacement immédiat d'une puissance par une autre, mais un affaiblissement progressif d'une structure centralisée. Un déplacement, un ajustement, un nouvel équilibre qui tente de se former. Dans ce processus, des régions autrefois considérées comme périphériques commencent à jouer un rôle plus important. Des stratégies alternatives gagnent du terrain, et des acteurs qui opéraient en marge commencent à influencer le centre. Cela crée un scénario plus complexe, moins prévisible, et souvent plus instable. En même temps, un changement silencieux se produit dans la manière dont les conflits sont menés. Ce ne sont plus seulement des affrontements directs entre armées. Ce sont des luttes pour l'influence économique, pour le contrôle des infrastructures, pour la domination technologique, pour le récit, et, dans ce type d'environnement, la victoire n'est pas définie par un seul événement décisif. Elle se construit au fil du temps, ou se perd progressivement. Peut-être que le point le plus important n'est pas d'identifier qui est en train de gagner à cet instant, mais de comprendre ce qui est en train d'être transformé. Si la dépendance à certains systèmes devient un risque, de nouvelles structures tendent à émerger. Si certaines stratégies cessent d'être efficaces, d'autres sont développées. Et, inévitablement, l'équilibre mondial s'ajuste. Cela ne signifie pas que le résultat sera immédiat, mais qu'il sera clair. Et les transitions historiques sont souvent confuses pendant qu'elles se déroulent. Ce n'est qu'ensuite, lorsque nous regardons en arrière, que nous identifions le moment précis où tout a commencé à changer. Peut-être que celui-ci est l'un de ces moments. Ou peut-être n'est-ce qu'un épisode de plus dans un processus plus vaste encore en cours. La seule certitude, à cet instant, est que les variables sont en train de changer. Et, lorsque les variables changent, le résultat cesse d'être prévisible. Face à cela, il reste une dernière réflexion. Si nous assistons réellement à une transformation de l'ordre mondial, elle ne sera pas définie uniquement par des décisions politiques ou des résultats militaires. Elle sera définie par la capacité d'adaptation, par la manière dont différents systèmes réagissent à la pression, et par la façon dont de nouvelles structures émergent du chaos. Car au final, toute grande transformation historique porte en elle un paradoxe. Elle ne peut être pleinement comprise qu'après s'être produite. L'histoire ne révèle jamais tous ses secrets. Entre ruines, manuscrits oubliés et civilisations perdues, il existe encore des questions qui défient tout ce que nous pensons savoir. Peut-être que certaines réponses ont déjà été trouvées, mais beaucoup d'autres restent cachées. Ceci était un autre documentaire de History Secret. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les mystères les plus profonds de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.